Ce nom, célèbre dans le monde entier, fait froid dans le dos et évoque à lui seul des décennies de violence et de corruption au Mexique. Le cartel de Sinaloa, que l'on peut aussi désigner sous cette seule abréviation de 3 lettres, CDS. 3 simples lettres qui suscitent la crainte et le respect. Le cartel de Sinaloa est une organisation criminelle gigantesque, présente dans près de 47 pays dont le chiffre d'affaires se calcule en milliards de dollars. Mais savez-vous vraiment qui, aujourd'hui, se trouve à la tête de ce gigantesque empire ? Beaucoup d'entre vous connaissent probablement l'ancien leader du cartel, le tristement célèbre El Chapo, Joaquín Guzmán Loera, de son vrai nom. Sa vie a déjà été adaptée à l'écran dans la série de Netflix El Chapo ou Narcos Mexico, ainsi que dans les telenovelas El Barón del Túnel et El Chema, comme dans d'innombrables narcopelículas et séries documentaires. À tel point que le baron de la drogue est probablement aujourd'hui le représentant de son pays le plus célèbre dans le monde. Seulement voilà, El Chapo a été recapturé en janvier 2016, moins de 6 mois après son évasion polémique du pénitencier le plus sécurisé du Mexique, par le célèbre tunnel creusé sous sa cellule, et extradé aux États-Unis, où il fut condamné à purger une peine de prison à perpétuité. C'était en 2018. Depuis, il est maintenu en isolement sous un régime strict de détention au terrible pénitencier d'ADX Florence, dans le Colorado, une prison de très haute sécurité pour terroristes et criminels considérés extrêmement dangereux. Du coup, il a bien fallu lui trouver un remplaçant à la tête du cartel. Vous savez peut-être déjà, si ce n'est pas la première de mes vidéos que vous regardez, de qui je veux parler. Si vous me répondez son fils, vous avez la bonne réponse. Sauf si vous pensez à son fils le plus jeune, Ovidio, qui est devenu mondialement célèbre le 17 octobre 2019, au moment de son arrestation avortée, lorsque ces hommes de main ont pris d'assaut la capitale du Sinaloa pour le faire libérer. Le gouvernement du Mexique avait alors dû s'écraser devant la force brute du cartel et laisser partir le fils d'El Chapo, qu'il venait tout juste de capturer, devenant la risée du monde entier. Impressionnés par ce tour de force, beaucoup d'Européens ont alors pris à tort le jeune Ovidio Guzmán pour le leader de sa faction criminelle, y compris des journalistes, quand bien même on leur répétait qu'on n'avait jamais entendu parler de lui avant cette date. Depuis, Ovidio a été de nouveau capturé un peu plus de 3 ans plus tard, au terme d'une nouvelle journée de guérilla urbaine et de bordel, et lui aussi extradé aux États-Unis. Il est désormais hors course. De toute façon, comme je le disais, le plus jeune fils d'El Chapo, qui a tant fait parler de lui lors de ses captures successives, n'a jamais été le chef du cartel. Pire que ça, Ovidio Guzmán n'a jamais occupé un poste important dans le cartel de Sinaloa. Il n'était qu'un trafiquant spécialisé dans les drogues de synthèse qui commandait son propre petit groupe pour le compte de son demi-frère. Car c'est en fait un autre fils d'El Chapo qui a pris sa relève, son fils aîné, Iván Archibaldo. C'est lui désormais le visage qui se cache derrière l'appellation épouvantail de Cartel de Sinaloa, un nom qui désigne une organisation dorénavant fragmentée en plusieurs factions rivales et qui ne veut plus dire grand-chose. Il a néanmoins hérité des hommes, des territoires et de la fortune de son père El Chapo. C'est aussi lui le moteur et le responsable direct ou indirect de bien des meurtres et autres atrocités qui surviennent principalement dans le nord et l'ouest du Mexique, mais aussi plus récemment dans les états du centre et du sud du pays comme le Chiapas, qui nous sont fréquemment rapportés dans les médias. Aux États-Unis, cet individu est accusé des charges suivantes: participation à une entreprise criminelle, importation et trafic de fentanyl, possession de fusils d'assaut et d'engins explosifs, conspiration criminelle dont le but est de se procurer des fusils d'assaut et des engins explosifs, ainsi que de blanchiment d'argent. Les autorités américaines viennent même de doubler la prime offerte pour sa capture, la faisant passer de 5 à 10 millions de dollars US. J'ai toutefois une bonne nouvelle à vous rapporter. Les heures de celui qui l'ont d'être encore pire que son père El Chapo sont désormais comptées. Iván Archibaldo Guzmán est devenu l'objectif prioritaire des Américains qui le pourchassent sans relâche depuis maintenant presque 10 ans, jusqu'ici c'est vrai sans succès. Comme je le disais cependant, la chance semble sur le point d'enfin leur sourire. Le cartel de Sinaloa, l'organisation criminelle considérée la plus puissante du monde au cours de ces 30 dernières années, vit désormais ses dernières heures. Son sort semble lié à celui de son chef, Iván Guzmán, celui vers qui l'attention de tout le monde est maintenant tournée. Déjà ébranlé par une guerre interne et de multiples arrestations, le cartel semble en effet sur le point de s'effondrer. Il ne manque plus qu'un seul domino qu'il faut se dépêcher de faire tomber avant qu'il ne parvienne à se renforcer et ne renaisse à nouveau de ses cendres comme par le passé. Ce domino s'appelle justement Iván Archibaldo Guzmán, l'homme à sa tête, que l'on dit aussi roublard qu'impitoyable. Lui seul paraît encore en mesure de remettre le cartel sur pied et de le faire perdurer pour des décennies encore. Sa capture est donc la priorité des autorités américaines comme mexicaines, et celle-ci paraît même, au vu des événements récents, se rapprocher de jour en jour. Ce n'est plus qu'une question de temps désormais, probablement 2 mois si je devais me prêter au jeu des pronostics,
bien que les journalistes mexicains préfèrent ne pas se prononcer sur une telle échéance et rester prudents. Tout le monde est maintenant dans l'attente de ce jour historique, plus si lointain, où le cartel de Sinaloa sera enfin vaincu. Alors, le fils d'El Chapo va-t-il effectivement se faire arrêter très bientôt? Pourquoi cette thèse semble en tout cas privilégiée par les médias? Cela sonnera-t-il, comme on le pense, la fin du cartel? Je vous explique tout dans cette vidéo. Le fils aîné d'El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, est né le 15 août 1983 à Culiacán, capitale de l'état de Sinaloa, un état réputé pour avoir fourni les plus grands trafiquants mexicains qu'ait connu le Mexique. C'est pour cette raison qu'on le surnomme aussi parfois la Nueva Sicilia, la Nouvelle Sicile. Son père Joaquín Guzmán, dit El Chapo, est de cela. Au début des années 90, alors qu'Iván est encore enfant, il fonde avec Hermano Zambada et El Azul Esparragosa le cartel de Sinaloa. Une organisation dont Iván est appelé à hériter en tant que son fils aîné. Iván Archibaldo est le fils de la première épouse d'El Chapo, mais il n'est pas seul à vivre dans l'ombre de ce père absent, qui devient à partir de 1993 l'un des personnages les plus connus du Mexique. Son frère, de 2 ans plus jeune que lui, Jesús Alfredo, l'accompagne où qu'il aille. El Chapo a eu près d'une vingtaine d'enfants, mais seulement 3 fils de sa première épouse, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo et un 3e fils dont le nom est uniquement mentionné lorsqu'on s'attarde sur l'arbre généalogique de la famille, César Guzmán Salazar. Et pour cause, celui-ci serait l'un des seuls fils d'El Chapo qui n'ait semble-t-il jamais pris part à la moindre activité criminelle. Leur demi-frère Edgar, assassiné en 2008 lors de la guerre contre les Beltrán Leiva, Ovidio et Joaquín Guzmán López, tous impliqués dans le trafic de drogue, sont tous 3 issus d'un second mariage d'El Chapo. Nous possédons assez peu d'informations sur la jeunesse des 2 fils aînés d'El Chapo, Iván et Alfredo, une jeunesse dorée qu'ils ont passé à faire les kékés en boîte de nuit la majeure partie du temps. Mais dans le peu de traces qu'ils ont laissées derrière eux au cours de leurs 20 premières années d'existence, que ce soit lors de leurs brèves études, leur activité supposée de pilote d'avion amateur ou leur voyage en Bolivie et en Amérique du Sud, les 2 frères apparaissent chaque fois ensemble sur ces rares registres. Et c'est ensemble qu'ils se lancent dans les activités criminelles de leur père, faisant preuve d'un caractère impitoyable et violent, se distinguant entre tous les fils d'El Chapo et même entre tous les autres narco-juniors de Culiacán, ces très nombreux fils de Capos qui peuvent eux aussi prétendre à un poste dans le cartel. Des fils de Capos avec qui Iván et Alfredo Guzmán ont d'ailleurs l'habitude de coexister et de faire la fête, puisque tout ce beau monde vit en quelque sorte en vase clos dans un univers de mafieux où tout le monde se connaît et dans une région rurale déjà fortement influencée par la mafia et les exploits des narcos. La plupart des rejetons masculins de tous ces barons du Sinaloa qui sont nés dans cet univers choisissent en effet pour un grand nombre d'entre eux d'embrasser la carrière de criminel. Il n'y avait donc a priori rien d'étonnant à ce que les fils d'El Chapo suivent eux aussi cette voie. En fin de compte, ce père célèbre et puissant dont il s'évertue à suivre les traces, les 2 frères Guzmán Salazar l'ont au final assez peu connu. Iván avait 10 ans et Alfredo 8 lorsqu'El Chapo a été incarcéré pour la première fois. Il faudra attendre 8 années supplémentaires une fois que les 2 frères auront quasiment atteint l'âge adulte pour qu'El Chapo s'évade de prison et reprenne le commandement du cartel de Sinaloa en 2001. Mais c'est aussi à peu près l'époque où les choses commencent à se gâter pour Iván Archibaldo Guzmán, qui n'aura une fois encore pas beaucoup l'occasion de côtoyer ce père absent et désormais en cavale. Le jeune homme, qui a alors tout juste la vingtaine, est encore inconnu des autorités, mais ça ne va pas durer. Ce dernier est passionné de voitures de sport. Il collectionne Ferrari, Lamborghini et autres Bentley, et passe son temps entre boutiques de luxe et boîtes de nuit, passant de l'un à l'autre au volant de ses bolides. Selon Damaso López Serrano, El Minilic, narcotrafiquant et ennemi des fils d'El Chapo, c'est important de le souligner même si beaucoup de journalistes mexicains ne le font certes pas, car El Minilic défend évidemment un parti pris assumé contre les fils d'El Chapo, et est à leur sujet un témoin assez peu fiable. Bref, c'est en 2003 qu'Iván frôle de peu la mort au volant d'une de ses voitures de sport, alors qu'il sortait de boîte de nuit après avoir visiblement bien picolé. Le passe-temps préféré du fils aîné d'El Chapo était selon El Minilic de participer à des courses de rue, et ce soir-là, Iván fait une fois de plus la course contre l'un de ses petits camarades, mais en étant beurré, histoire de se rajouter une petite difficulté. Une idée de génie qui s'achèvera en voyant Iván percuter un camion de plein fouet sur un pont de Culiacán. S'il survit à son accident, le fils aîné d'El Chapo en aurait néanmoins, toujours selon El Minilic, gardé des séquelles à une jambe. Mais 4 mois plus tard, en avril 2004, Iván Archibaldo remet de nouveau le couvert, en faisant une fois de plus le con en sortie de boîte de nuit. Il se met à draguer, en gars bien lourd, une touriste canadienne du nom de Kristen Page Diel,
comme lui âgé de 20 ans, mais celle-ci repousse ses avances puisqu'elle se trouve accompagnée au même moment de son petit copain, un Mexicain de 23 ans, Augusto Pulido. On suppose que le ton serait monté entre celui-ci et le fils d'El Chapo. Irrité par le refus de la jeune femme ou par sa brouille avec le petit copain de celle-ci, Ivan et l'un de ses comparses se mettent à suivre leur voiture et ouvrent le feu sur celle-ci un peu plus loin, criblant de balles les deux jeunes gens à son bord, qui n'ont commis pour seul crime que d'avoir croisé sa route ce soir-là. Et, dans le cas de la jeune femme, de lui avoir tapé dans l'œil. Un an plus tard, le fils aîné d'El Chapo, Ivan Guzman, est arrêté, à l'origine pour ces deux meurtres, mais le parquet général de la République décide finalement d'abandonner ses charges et de le poursuivre à la place pour blanchiment d'argent et participation à une entreprise criminelle, au grand désarroi de la famille de la touriste canadienne assassinée, qui crie à la corruption dans cette affaire. L'avocat d'Ivan Guzman plaide lui que son client se trouvait en fauteuil roulant au moment des faits et se remettait encore de l'accident de voiture qui avait failli lui coûter la vie quelques mois auparavant, rendant impossible son implication dans ces meurtres. Ivan Alfredo Guzman passe 3 ans en prison avant que les charges de blanchiment d'argent ne soient elles aussi abandonnées pour manque de preuves. Il sort donc libre comme l'air et recouvre sa liberté à un moment charnière où les choses s'apprêtaient à bouger dans le cartel de Sinaloa, au cours de l'année 2008. Cette même année, son père El Chapo et ses associés à la tête du cartel sont impliqués dans une guerre interne contre les cousins de ce même El Chapo, les Beltrán Leiva. Guerre qui provoquera la mort de l'un des fils du baron et demi-frère d'Ivan, Edgar. Après la mort d'Edgar Guzman et des fils d'autres barons du cartel, comme celui d'Alejandro et de Nacho Coronel, les barons décident d'envoyer leur famille loin du Sinaloa, où la guerre fait rage, principalement au Canada, même si les plus téméraires préfèrent rester au pays et se cacher 1000 km plus au sud, dans la capitale. Les fils d'El Chapo sont eux-mêmes exfiltrés du Sinaloa à la même époque et ne reviendront qu'une fois la guerre finie, lorsque les chefs du cartel Beltrán Leiva se seront vus tués ou capturés. Ivan Alfredo Guzman et son frère Jesus Alfredo ont donc été obligés de garder profil bas tout ce temps, jusqu'à ce qu'un événement ne vienne pour eux tout changer, et ne change leurs existences à jamais. Le 8 janvier 2016, El Chapo Guzman est capturé pour la 3e et dernière fois avant d'être extradé aux États-Unis, pays dans lequel il passera le reste de sa vie. Sauf que vous connaissez sûrement l'adage, le roi est mort, vive le roi! La nature a horreur du vide, il faut bien quelqu'un pour remplacer El Chapo à la tête du cartel de Sinaloa, organisation qu'il ne co-dirigeait plus qu'avec Ismael Zambada El Mayo depuis le décès présumé du 3e fondateur du cartel, Juan José Zaragoza dit El Azul, en 2014. Les deux fils d'El Chapo cessent donc du jour au lendemain d'être des petits branleurs, narco-juniors comme il en existe tant d'autres au Sinaloa, et revendiquent de succéder à leur père en tant que ses héritiers naturels. Sauf que deux autres associés et proches d'El Chapo revendiquent également de prendre sa place, le père et le fils Damaso Lopez. Tous affirment avoir été choisis pour prendre la tête de l'organisation par le parrain désormais incarcéré aux États-Unis et agir selon sa volonté. Une guerre éclate en 2016 entre les deux parties pour savoir qui s'emparera des territoires, de l'argent et des hommes d'El Chapo. Mais en mai 2017, Damaso Lopez Sr. est arrêté à Ciudad de México et son fils El Menelik est contraint de se rendre aux Américains 2 mois plus tard. Les fils d'El Chapo, Ivan et Alfredo Guzman, sortent donc grands vainqueurs et prennent la succession de leur père, même si leur oncle, Aureliano Guzman, alias El Guano, décide de former sa propre bande au même moment et embarque quelques centaines d'hommes de son frère avec lui. Une quantité négligeable cependant, étant donné qu'Ivan et Alfredo commandaient à la même époque un nombre de sicarios que j'estime personnellement entre 3 à 4 000, c'est-à-dire autant qu'El Mayo Zambada, l'autre grand leader du cartel de Sinaloa, et 10 fois plus que leur oncle, El Guano. La fratrie est de nouveau sous le feu des projecteurs le 17 octobre 2019, lors du Culiacanazo, suite à la capture du plus jeune fils d'El Chapo, Ovidio Guzman. Ses demi-frères Ivan et Alfredo mettent alors la capitale du Sinaloa à feu et à sang dans le but de le faire libérer, ce qu'ils parviennent à faire en mettant la pression sur le gouvernement mexicain. Leur conduite provoquera toutefois un éloignement de leur faction avec celle d'El Mayo Zambada, qui a refusé de leur prêter main forte ce jour-là. Un climat hostile s'instaure peu à peu entre les deux groupes autrefois alliés. Ovidio Guzman Lopez, lui, est de nouveau arrêté, cette fois pour de bon, plus de 3 ans plus tard, le 5 janvier 2023, au terme d'une nouvelle journée d'affrontements sanglants. Mais malgré l'arrestation puis l'extradition de son demi-frère aux États-Unis et la rupture que cela a provoqué avec l'associé historique de son père, ces 2 journées de terreur ordonnées par Ivan Guzman contre les forces armées mexicaines ont démontré que l'aîné d'El Chapo pouvait se montrer encore plus terrible que son paternel. Depuis lors, celui que l'on prenait jusqu'ici pour un matueux fêtard et éternellement attardé s'est vertu apparemment à se faire discret, en tout cas plus discret que durant ses jeunes années.
Ivan, aujourd'hui âgé de 42 ans, est désormais considéré comme un chef de cartel prudent et roublard. Comme quoi il a certes dû apprendre à la dure, mais il a au moins appris de ses erreurs passées. Le fils d'El Chapo contrôle sa communication à la perfection. Il interdit à son entourage de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux sans son consentement et refuse catégoriquement d'accorder la moindre interview, à la différence de son rival El Menelik, qui lui montrait sa gueule dans la presse tous les 3 jours. Le vieux renard Ismaël Sambada, qui passait d'une planque à une autre dans les montagnes du Triangle d'Or, même lui, avait tout de même accordé 2 interviews au cours de ces 15 dernières années. Ivan Archibaldo Guzmán, en revanche, laisse le soin à ses avocats de pondre des communiqués de presse en son nom, sans jamais sortir du bois. Le 25 juillet 2024 marque un avant et un après dans le monde de la mafia au Mexique, et à plus forte raison dans le cartel de Sinaloa. En fait, on pourrait même dire avec le recul dont nous disposons aujourd'hui que cette date marque le début de la fin, pour l'organisation autrefois dirigée par El Chapo. L'un de ses dirigeants historiques, justement, et associé d'El Chapo, est arrêté ce jour-là. Il s'agit d'El Mayo Zambada, le dirigeant de l'autre cellule la plus puissante du cartel. Celui que l'on prenait pour un fantôme et dont on se plaisait à dire qu'il ne franchirait jamais la porte d'une cellule est finalement arrêté après 50 ans de cavale. Mais il n'est pas le seul à tomber en ce 25 juillet puisqu'un membre de la famille Guzmán est également capturé avec lui. Il s'agit d'un des fils d'El Chapo qui s'était plutôt fait discret jusqu'ici. Joaquín Guzmán López, le demi-frère d'Ivan et d'Alfredo. Lui a choisi de se rendre aux autorités américaines, contrairement à Zambada. En fait, c'est même lui qui a livré Zambada aux ricains en guise de monnaie d'échange, dans l'espoir d'une remise de peine pour lui et son frère Ovidio Guzmán, détenu aux États-Unis depuis 2023. C'est donc 2 gros poissons, 2 profils hautement importants qui tombent au même moment, puisque Joaquín Guzmán López était recherché pour 5 millions de dollars et Zambada, l'un des 2 narcos les plus puissants du Mexique, pour 15 millions. L'une des 2 factions les plus puissantes du cartel de Sinaloa perd en même temps son leader historique et son symbole en la personne d'El Mayo, tandis qu'Ivan et Alfredo Guzmán, qui dirigent la faction rivale, perdent leur dernier frère impliqué dans leurs activités criminelles, bien qu'il se soit rendu à son propre chef et qu'il ne dirigeait pas leur groupe sur un pied d'égalité avec eux. Les 2 factions s'en trouvent néanmoins affaiblies. Mais le véritable coup dur qu'il aurait porté viendra en réalité des conséquences qui découleront de ces 2 captures historiques. Le fils d'El Mayo, qui a hérité de sa faction, accuse la famille Guzmán et les 2 fils d'El Chapo d'avoir orchestré la capture de son père. 1 mois et demi à peine après celle-ci, il décide de leur déclarer la guerre dans le but de le venger. Le cartel de Sinaloa se déchire dans une terrible guerre de sécession qui perdure jusqu'à aujourd'hui, avec d'un côté, vous l'aurez compris, le fils d'El Mayo Zambada, et de l'autre les fils d'El Chapo, désormais irréconciliables et ennemis mortels. Une guerre qui avait déjà causé 1500 morts, 2000 disparus et un nombre considérable de déplacés en juin 2025, après seulement 9 mois de combat. Il s'agit du plus gros conflit interne au sein du cartel des Sinaloa depuis la terrible guerre de 2008, comme on la surnomme au Mexique, qui opposait les familles Guzmán et Zambada, à l'époque alliées, contre les Beltrán Leiva. Cette nouvelle guerre entre les Guzmán et les Zambada ne fait bien évidemment pas que coûter la vie à des centaines d'innocents et plonger la 5e plus grande ville du Mexique dans un climat de terreur quasi constant. La majorité des victimes, bien que ce soit difficilement quantifiable, appartiennent bien entendu à l'un ou à l'autre des 2 camps. Sicarios, guetteurs ou parfois simples connaissances qui tombent quotidiennement sous les balles ennemies. À tel point qu'aujourd'hui, et toujours selon mes propres estimations, vous leur accorderez le crédit que vous voudrez, la faction d'El Mayo aurait depuis été pratiquement réduite de moitié en termes d'effectifs, et celle qui nous intéresse justement dans cette vidéo, à savoir la faction du fils aîné d'El Chapo, Ivan Archibaldo Guzmán, là aussi de moitié et plus probablement près de 2 tiers. Car en effet, ce sont bien les fils d'El Chapo qui sont en train de perdre cette guerre au profit de la famille Zambada. Après seulement 4 mois d'affrontement, 50 objectifs considérés comme prioritaires par les autorités appartenant soit au cartel des Zambada, soit à celui des Guzmán avaient été arrêtés. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur Omar García Harfuch avait fait la déclaration suivante. La quantité d'homicides qu'il y avait au début n'est plus la même que celle qu'il y a aujourd'hui. Il y a eu des jours au Sinaloa avec 0 homicide. Hier, malheureusement, il y en a eu 5, mais avant-hier 1 et le jour d'avant 3. Il a en outre déclaré que les 2 groupes d'ennemis appartenant au cartel des Sinaloa
avait été au cours de ces 4 premiers mois durement impacté et fragilisé. Et fin juin 2025, après 9 mois de guerre, il annonçait que 24 652 membres du crime organisé avaient été arrêtés à travers le pays en l'espace de quelques mois et déclarait « Il y a un affaiblissement constant, pas seulement de cette organisation, la faction des fils del Chapo, mais aussi de l'autre faction qui n'appartient pas aux Chapitos, Malos Mayos. Il y a constamment eu des arrestations dans ces deux groupes et dans d'autres. » Toutes les pertes que subissent les deux clans ennemis ne sont donc pas dues aux fusillades et au règlement de compte. Le nombre d'arrestations qui les ciblent de la part des autorités mexicaines, menées par son ministre de l'Intérieur Omar García Harfuch, est lui aussi sans précédent. Cela faisait bien longtemps, depuis 2006, que les autorités n'avaient pas attaqué de front et avec de tels moyens le cartel des Sinaloa sur son territoire. Il faut dire que le bilan de cette guerre est lourd et que les politiques mexicains se devaient de faire quelque chose pour tenter de remédier à cette situation, sans rester simples spectateurs occupés à compter les morts. Ces affrontements, en plus des pertes qu'ils engendrent, ont donc aussi attiré l'attention des autorités sur les clans rivaux du cartel de Sinaloa. Plusieurs versions existent et j'entends moi-même différents sons de cloche en fonction des périodes dans lesquelles ils surviennent, mais selon la version jusqu'ici communément admise, et ce que j'ai pu constater moi-même à ce jour, la faction qui s'est vue la plus touchée et la plus impactée par toutes ces arrestations serait, à date, celle des fils del Chapo, durement mise à mal par les opérations des forces armées mexicaines. Leurs ennemis de la faction Zambada s'en tirent légèrement mieux, bien qu'ils soient eux aussi considérablement affaiblis. Cependant, une problématique se pose. J'entends souvent depuis longtemps des commentaires de gens en France, aussi pertinents que des anecdotes de comptoir, qui disent « Pourquoi les autorités au Mexique ne font rien contre les cartels ? Il faudrait leur balancer des bombes sur la gueule. Ils sont tous corrompus !» Ce genre de conneries que l'on entend depuis 20 ans. En vérité, ils oublient, et ne connaissent d'ailleurs probablement même pas, la réalité des opérations tactiques contre les cartels et de ce théâtre d'opérations bien particulier. L'une des principales préoccupations des forces armées mexicaines, lorsqu'elles frappent un cartel, c'est toujours de s'assurer que leurs opérations ou leurs coups de filet ne profiteront pas à un autre cartel, comme cela s'est déjà vu par le passé. C'est toujours avec cette problématique en tête que les autorités agissent, pour s'assurer qu'un cartel n'en absorbe pas un autre en créant de nouveaux affrontements et de nouvelles tensions avant de se transformer en un super cartel encore plus puissant que le précédent. C'est également ce que redoutent les autorités dans le cadre de cette guerre au Sinaloa entre Guzman et Zambada, même si elles ne l'ont pas avoué publiquement. Avec toujours en tête ce cas de conscience, comment affaiblir un cartel sans en même temps profiter à ses ennemis ? Si la réponse à cette question est simple, sa mise en pratique est en revanche beaucoup plus difficile. Il faut frapper tous les cartels de manière égale, en même temps, pour tous leur nuire de la même façon. Et c'est ce que les autorités essaient de faire au Mexique depuis maintenant une décennie, bien que, vous le comprenez, j'en suis sûr sans mal, cette stratégie comporte son lot d'obstacles et de difficultés. Dans le contexte de cette guerre entre les fils del Chapo et le fils del Mayo Zambada, ce dernier pourrait profiter du plus grand nombre d'arrestations qui semblent toucher les fils del Chapo pour prendre définitivement l'ascendant sur eux et remporter la guerre. Pour renverser la situation en cette guerre qu'il semble perdre peu à peu, Iván Archibaldo Guzmán n'a pas eu d'autre choix que de se trouver de nouveaux alliés. Après tout, c'est justement ce qu'ont fait ses ennemis de la famille Zambada au début de cette guerre, en s'alliant avec ce qu'il restait du cartel Beltran-Leiva, en démarchant la branche à Tijuana des Zambada et en établissant également un rapprochement avec le cartel de Caborca. Ce sont en partie ces alliances qui ont permis aux Zambada de prendre l'avantage sur Iván Guzmán. Mais depuis le début d'année 2025, celui-ci n'est pas en reste, et semble adopter en retour la même stratégie, établissant des trêves avec des groupes criminels qui étaient pourtant jusqu'ici ses pires ennemis. A priori, cela peut sembler une bonne nouvelle pour le fils del Chapo et sa faction criminelle, mais je vais tenter de vous expliquer pourquoi, en vérité, ces alliances contraintes et forcées peuvent être l'un des éléments qui pourraient précipiter la chute d'Iván Archibaldo. Le premier groupe avec lequel les fils del Chapo se sont alliés est celui commandé par leur oncle, le frère del Chapo, Aureliano Guzmán, El Guano. Le bonhomme, de plus de 80 ans, dirige la plus petite des factions qui composent le cartel de Sinaloa. Réputé pour avoir mauvais caractère et être un solitaire retors et roublard, il a été dit dans la presse qu'El Guano entretenait plus d'affinité avec El Mayo Zambada, du même âge que lui et sur la même longueur d'onde question discrétion et train de vie,
qu'avec son frère El Chapo, de 15 ans plus jeune que lui et d'un caractère plus exubérant. On voyait donc mal El Guano s'allier avec ses neveux, Ivan et Alfredo Guzman, dans cette guerre. Surtout que les relations entre eux étaient supposées être plutôt tendues depuis maintenant près de 10 ans, et la capture d'El Chapo, étant donné qu'oncle et neveu commandent chacun des factions concurrentes aux intérêts divergents. Néanmoins, les journalistes mexicains précisaient que les relations entre eux n'étaient pas coupées, et les deux groupes alternaient il y a peu de temps encore entre brouilles et rapprochements successifs. Mais il semblerait que les liens du sang soient finalement les plus forts, car quand le fils d'El Mayo a déclaré la guerre à Ivan Guzman en septembre 2024, El Guano aurait choisi de rallier les rangs de ce dernier et de lui prêter main forte contre la vaste alliance formée par la famille Zambada. Et le 19 février 2025, cette alliance se concrétise finalement. Ivan Guzman est ce jour-là en mauvaise posture et ciblé par une opération de l'armée. Sa maison se retrouve encerclée par les militaires et le fils d'El Chapo doit prendre la fuite, en suivant l'exemple de son père, par le moyen d'un tunnel creusé sous sa maison. Les tunnels se trouvaient justement être la grande spécialité d'El Chapo, dont il s'est servi dans un premier temps pour faire entrer la drogue aux États-Unis au début de sa carrière, avant de s'évader de prison au moyen de l'un d'eux en 2015 et d'échapper à plusieurs tentatives de capture une fois dehors, là encore grâce à des tunnels creusés sous ses différentes planques. Cette grande tradition familiale, Ivan Archivado Guzman a su la mettre en pratique pour échapper aux autorités ce 19 février 2025. Mais les messages qu'il a envoyés ce jour-là, alors qu'il s'apprêtait à s'enfuir par le tunnel, nous en apprennent un peu plus sur l'alliance qu'il a formée avec son oncle El Guano. Et surtout, avec les fils de celui-ci, ses cousins, l'un d'eux en particulier, Jaciel Abdiel Guzman Araujo, surnommé El Gabacho, le Babtou, pour des raisons évidentes. Notre ami Toubab avec sa gueule de Norvégien seconde son père El Guano au sein de sa faction du cartel des Sinaloa, après des années passées en Espagne et à Paris, où il blanchissait les actifs financiers du cartel, mais semble-t-il aussi très lié avec son cousin Ivan Archivado Guzman. C'est même lui qui informe personnellement Ivan, le 19 février dernier, qu'une opération de l'armée le prenant pour cible est en train de se mettre en place dans les environs où il se trouve, comme en attestent ces messages récupérés et dévoilés par la célèbre journaliste Azucena Aresti, une journaliste à laquelle j'accorde quand même une certaine crédibilité, contrairement à d'autres qui sont interviewés dans certains médias européens comme des spécialistes du crime organisé mexicain, alors que ce ne sont rien de plus que des complotistes qui cherchent seulement à vendre toujours plus de bouquins et qui feraient passer les pires journalistes français pour des modèles d'éthique. Je dis ça en passant, car au Mexique, il est important de préciser de qui émanent les différents éléments et de se méfier de certains journalistes. Dans le cas présent, il n'y a a priori pas lieu de se méfier outre mesure de la source dont émane la retranscription de ces messages supposément échangés entre Ivan Archibaldo et son cousin El Gabacho. Cousin Ivan ? Dis-moi, Gabacho. J'ai reçu une information de la Sedena comme quoi ils sont en train de te chercher dans le coin où t'es. Donc va-t'en de là maintenant, ou dis-moi comment je peux t'aider depuis ici. T'inquiète pas, Gabacho. J'ai un plan, donc ces enculés ne m'attraperont ni aujourd'hui ni jamais. D'accord, cousin. Bah, je suis dispo si t'as besoin de quelque chose. Compris, on garde le contact. Raciel, j'ai besoin de ton aide. En ce moment, je ne fais confiance à personne qui soit pas de ma famille. Là, je suis en train de sortir par le chemin qu'on aime bien. Compris, cousin. Ne t'inquiète pas, j'envoie tout de suite des amis pour qu'ils t'aident avec cette affaire. Attends-nous là où est Doña Julie. Compris, cousin. Je vous attends. Les révélations de cette alliance entre les fils d'El Chapo et leur oncle ne paraît pas pour eux une mauvaise nouvelle en soi, mais on peut tout de même y voir un aveu de faiblesse de leur part. Déjà, en premier lieu, le simple fait qu'Ivan soit obligé de se trouver des alliés et de se rapprocher de la faction de son oncle témoigne des difficultés auxquelles il se retrouve confronté. C'est lui-même qui le dit dans ses messages qui lui sont attribués et qui sont d'ailleurs corroborés par ses actions récentes sur le terrain. Le fils d'El Chapo est actuellement en pleine paranoïa et ne peut semble-t-il plus compter sur personne d'autre que les membres de sa famille. Son frère, bien sûr, Jesus Alfredo, qui lui tient de bras droit, mais aussi son cousin El Gabacho et son oncle El Guano, avec qui il maintenait pourtant une distance jusqu'ici. Le fait qu'il en soit réduit à de telles extrémités montre bien que les temps sont durs pour les héritiers d'El Chapo, attaqués de toutes parts par leurs ennemis au sein du cartel du Sinaloa, mais aussi par les forces armées. Cette évasion par le tunnel de février dernier, in extremis, est la preuve que l'étau se resserre peu à peu autour d'Ivan Archivado Guzman, lui qui est désormais l'objectif numéro 1 des autorités mexicaines.
C'est même, si on peut le dire ainsi, une sorte de déclassement pour lui puisqu'il est obligé de faire appel à la faction de son oncle et de son cousin pour lui venir en aide lorsqu'ils se planquent dans leur zone d'influence. Avec tous les dangers que cela comporte, de se remettre ainsi aux mains d'une faction criminelle, aujourd'hui certes alliée, mais qui était jusqu'à un passé récent encore, une organisation concurrente. Il semblerait qu'Ivan ait mis le doigt dans un dangereux engrenage, car si on peut penser qu'il y a tout de même peu de chances de se faire trahir dans un avenir proche par son oncle et son cousin, le fils d'El Chapo sait en plus de ceci trouver d'autres alliés, des alliés encore plus puissants et efficaces pour l'aider en sa guerre contre les Zambada, mais qui pourraient aussi s'avérer être, paradoxalement, encore plus dangereux pour lui. Car il faut toujours se méfier, plus encore dans l'univers du crime organisé, à qui l'on accorde sa confiance. Ces nouveaux alliés providentiels étaient là aussi jusqu'à un passé récent les ennemis des fils d'El Chapo. Leurs pires ennemis même, pourrait-on dire, puisqu'ils représentent le principal concurrent du cartel des Sinaloa, le cartel de Jalisco Nueva Generación. Ce cartel, basé entre autres dans l'état du même nom et au Michoacán, est le plus puissant du Mexique. Fondé vers 2010 par son leader emblématique El Mencho, aujourd'hui présumé mort, ou plutôt l'inverse, présumé vivant, il a connu une expansion croissante depuis cette date, jusqu'à être présent dans 27 des 32 États que compte le Mexique. Sa principale mission est même de gagner de plus en plus de territoire en le disputant aux organisations rivales pour s'imposer comme le cartel suprême au Mexique et régner sans partage sur le pays. Ceux contre qui le cartel de Jalisco a lancé ses offensives les plus meurtrières ces dernières années sont le cartel de Santa Rosa de Lima à Guanajuato, la familia Michoacana dans les états de Michoacán et de Guerrero, et le cartel de Sinaloa de la faction des Mayos Zambada dans la guerre qui les oppose dans l'état de Zacatecas. Le cartel dirigé par El Mencho avait donc lui aussi la famille Zambada comme principal ennemi depuis que Mencho et ses hommes ont envahi l'état de Zacatecas en 2021, qui était à l'époque le territoire des Zambada, mais dont ils souhaitaient également s'emparer. Cette guerre entre les deux cartels au Zacatecas s'était poursuivie sans relâche, au moins jusqu'à la capture d'El Mayo en 2024, provoquant d'innombrables victimes et un nombre considérable de déplacés dans cet état du centre du Mexique, qui avait été jusqu'à l'arrivée du cartel de Jalisco en 2021 relativement épargné par la violence du crime organisé, puisque le cartel des Zambada et le cartel du Golfe se partageaient jusque-là cette zone, aussi étonnant que ça puisse paraître, en bon voisinage. Voilà qui fait les affaires des fils d'El Chapo. Après tout, comme le dit le dicton, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est précisément ce qu'ils ont dû se dire en essayant de pactiser avec le terrible cartel de Jalisco Nueva Generación d'El Mencho. Sauf que celui-ci n'était pas seulement l'ennemi de la famille Zambada, mais bien de toutes les factions qui composent le cartel des Sinaloa, y compris donc de celle des fils d'El Chapo. Pour rappel, l'ambition du cartel de Jalisco Nueva Generación est d'être présent dans tous les états mexicains et s'imposer comme le cartel numéro 1 au Mexique, en coupant l'herbe sous le pied au cartel des Sinaloa, pour lequel El Mencho et le reste de ses fondateurs travaillaient jadis, mais dont ils se sont séparés en 2010 en créant leur propre organisation criminelle. Le cartel de Jalisco a même kidnappé et tenté de faire assassiner ces mêmes fils d'El Chapo, pas plus tard qu'en 2016, alors qu'Ivan et son frère Alfredo fêtent un anniversaire dans un restaurant de la station balnéaire de Puerto Vallarta dans l'état du Jalisco. Un commando fait irruption dans le restaurant et les prend en otage. Ce commando est composé de sicarios du cartel de Jalisco aux ordres de leur ennemi El Mencho. Celui-ci aurait été rencardé sur la présence des deux frères par leur ennemi au sein du cartel de Sinaloa, les Beltrán Leiva, encore eux, et le père et le fils d'Amaso Lopez, encore eux aussi, qui seraient entrés en contact avec le cartel de Jalisco pour leur nuire, dans une espèce d'alliance one-shot improbable. Comme quoi, à l'époque déjà, personne ne pouvait blairer Ivan et Alfredo Guzmán, semble-t-il. Il avait à l'époque fallu que l'autre grand leader du cartel des Sinaloa, El Mayo Zambada, décroche son téléphone et ne passe un coup de fil à son pire ennemi, El Mencho, pour négocier avec lui et le convaincre de libérer les deux fils d'El Chapo retenus en otage durant plusieurs jours sur le territoire du cartel de Jalisco. Tout un bordel. Sauf que ça, c'était il y a 9 ans, et que les choses ont bien changé depuis. À mon avis, depuis sa cellule aux États-Unis, El Mayo doit bien regretter de leur avoir sauvé la vie ce jour-là. Si les alliés d'hier sont aujourd'hui devenus ennemis, on ne voyait pas vraiment le schéma s'inverser entre le cartel de Jalisco et la faction des fils d'El Chapo. Pourquoi les deux se feraient-ils confiance aujourd'hui? D'accord, ils ont désormais un ennemi commun, mais de là à s'allier, sauf qu'un événement majeur survenu fin 2022 allait finalement faire pencher la balance en ce sens.
Alors que la sanglante guerre entre le cartel de Jalisco et les Zambada se poursuit à Zacatecas, les seconds font assassiner un certain Jesús Miguel Flores Silva, justement lié au cartel de Jalisco. Si l'individu est pour tout le monde un illustre inconnu, son profil a néanmoins attiré l'attention à cause d'un membre de sa famille, qui lui est tout sauf inconnu. Son frère, Audias Flores Silva, alias El Jardinero, n'est rien de moins que l'un des 5 grands leaders du cartel de Jalisco. Alors forcément, quand les fils d'El Chapo prennent contact début 2025 avec le cartel de Jalisco pour savoir s'ils seraient chauds pour s'allier avec eux contre les Zambada, c'est El Jardinero qui pousse ses patrons à accepter dans l'espoir de venger son frère, Jesús Miguel, assassiné 2 ans plus tôt par ces mêmes Zambada. Au-delà de ça même, puisque c'est El Jardinero qui en personne se chargerait d'assumer la mise en pratique de cette alliance peu banale avec les fils d'El Chapo, en leur servant de chef de la sécurité, en remplacement de leur ancien chef de la sécurité, la Peris, abattu par l'armée en mai 2025 après des mois de cavale. El Jardinero aurait carrément fait le voyage au Sinaloa avec ses sicarios pour combattre dans les rangs de ses ennemis de toujours du cartel des fils d'El Chapo, rien que pour venger son frangin et taper du Zambada. Les chefs du cartel de Jalisco n'auraient, eux, émis qu'une seule condition à cette alliance, que le frère cadet d'Ivan Archibaldo, Jesús Alfredo, quitte le Sinaloa et vienne vivre pour un temps sur le territoire du cartel de Jalisco, protégé par leurs sicarios. Que le second fils d'El Chapo tienne lieu d'otage en quelque sorte. Même si, vu le bordel qui règne actuellement au Sinaloa, celui-ci est peut-être très content de se mettre à l'abri quelques centaines de kilomètres plus au sud, protégé par les hommes de main du cartel le plus puissant du pays. C'est en tout cas le prix qu'Ivan Guzman a dû payer, se séparer pour un temps de son frère qui le suivait jusqu'ici comme son ombre, pour gagner la confiance du tout-puissant cartel de Jalisco Nueva Generación. Capable de renverser la situation dans cette guerre qu'Ivan sait pertinemment être en train de perdre. Si, de prime abord, on peut penser que les fils d'El Chapo ressortent renforcés de ces alliances, c'est peut-être en réalité tout le contraire qui est en train de se passer. Déjà, que ce soit Alfredo Guzman, exfiltré hors du Sinaloa et protégé par les sicarios de ses anciens ennemis du cartel de Jalisco, ou son frère Ivan, qui est obligé de se reposer de plus en plus sur la faction dirigée par son oncle et son cousin, les 2 fils d'El Chapo ne sont plus maîtres de leur destin, ils sont même contraints de se planquer sur le territoire d'autres factions criminelles, avec tous les risques de trahison et d'assassinat que cela comporte. Dans le cas de leur alliance avec le cartel de Jalisco Nueva Generación, c'est même le risque d'une absorption qu'ils encourent. En effet, on sait que le cartel susmentionné est déjà aux prises avec tout un tas d'organisations rivales dans une gigantesque partie de risque, grandeur nature pour le contrôle du territoire mexicain. C'est d'ailleurs ce qui avait provoqué leur propre guerre contre El Mayo Zambada en 2021. Et maintenant, grâce à cette alliance qui a permis à El Jardinero, l'un des chefs du cartel de Jalisco, de devenir le chef de la sécurité des fils d'El Chapo, ils accèdent enfin au Saint des Saints, à la Mecque de la mafia au Mexique, qui était toujours resté inaccessible jusqu'ici pour les chefs du Jalisco, l'État de Sinaloa. Si certains États limitrophes avec le Sinaloa étaient déjà devenus ces dernières années des enjeux stratégiques majeurs pour éviter que le cartel de Sinaloa n'envahisse à sa guise le territoire du cartel de Jalisco, et inversement, jamais El Mencho et sa clique n'auraient pu rêver mettre un jour les pieds dans l'état de Nouvelle-Sicile, l'état de Sinaloa, berceau d'El Chapo Guzman, d'El Mayo Zambada et de la plupart des grands narcotrafiquants mexicains du XXe siècle. C'est désormais le cas. Reste maintenant à savoir si cette présence incongrue du cartel de Jalisco au Sinaloa se limitera à un léger soutien à la faction des fils d'El Chapo, genre comme fait la Corée du Nord pour la Russie en Ukraine, ou si ces derniers visent en réalité un but plus grand, et attendent en fait de voir les factions du cartel de Sinaloa s'entre-déchirer aux premières loges pour tirer parti de cette guerre. Nous l'avons vu dans son échange téléphonique avec son cousin, Ivan Archibaldo Guzman ne sait plus à qui se fier au sein de sa propre faction. Dans la presse, suite à son évasion par le tunnel creusé sous sa maison en février dernier, on dit de lui qu'il est plus seul que jamais et est devenu paranoïaque. Le journaliste José Luis Montenegro précise même qu'il traverse actuellement, selon ses propres mots, une crise de nerfs, et qu'il aurait été blessé au cours de son évasion par le tunnel.
Une version démentie par certains, mais j'imagine que le fait qu'Ivan souffre régulièrement de sa jambe ait pu induire en erreur sur une possible blessure. Esselé, parano et potentiellement blessé donc. Les temps sont décidément bien durs pour le fils aîné d'El Chapo. Il faut dire qu'il a parfaitement raison de se méfier. Certains, parmi ses plus proches, n'attendent que de le trahir, comme ce fut le cas il y a quelques mois avec l'homme chargé de sa sécurité, la Peris. À l'origine, le chef de la sécurité des fils d'El Chapo se trouvait être Nestor Isidro Pérez Salas, plus connu sous son surnom El Nini. Un authentique taré à la gâchette facile qui jouait les narco-influenceurs sur les réseaux sociaux entre deux assassinats commis ci et là. Ah, et il aimait donner ses ennemis à bouffer à ses 3 tigres aussi. Bref, un beau fils de pute comme on en fait peu. À tel point qu'El Nini était devenu si emblématique et craint à Culiacán qu'il ne se sentait plus pissé et ne parvenait plus à se contrôler à ce qu'on dit. Juste avant sa capture en novembre 2023, le chef de la sécurité des fils d'El Chapo prenait de plus en plus d'indépendance et commençait à remettre le leadership de ses patrons en question. Sa capture n'a donc pas été une si grande perte que ça pour les fils d'El Chapo, et ce sont les 2 grands potes d'El Nini, qui lui servaient de lieutenant, qui ont tout naturellement pris sa succession. Le premier, le dénommé El Pi, était un jeune sicario toujours collé au basque d'El Nini, jusqu'à ce que celui-ci ne se fasse capturer et que la guerre contre les Zambada n'éclate l'année suivante, poussant El Pi à remettre sa loyauté en question. Lui aussi envisageait de trahir les fils d'El Chapo et même de rejoindre les Zambada au moment où il a été capturé, au début de cette guerre, en septembre 2024. Ne restait plus alors, en tant que chef de la sécurité des fils d'El Chapo, que le 3e larron, celui que l'on surnommait La Peris, Jorge Humberto Figueroa, qui avait déjà commis tout un tas de meurtres et de saloperies sous les ordres de son poteau El Nini, avant d'être promu à ce nouveau poste. Sauf que c'est un poste peu enviable et une situation pour le moins merdique dont hérite La Peris. Pire que ça, celui-ci est devenu la cible prioritaire des forces armées au Sinaloa. Encerclé dans un hôtel, c'est lors d'une grande fusillade entre les forces armées et ses sicarios que la Peris parvient à échapper à une première tentative de capture le 21 septembre 2024, 5 jours après l'arrestation de son ancien complice El Pi, également à Culiacán. Suite à cette fusillade, la Peris est contraint de fuir Culiacán, lui qui est désormais suivi à la trace et pisté par les autorités. Dès lors, sa capture prochaine ne faisait plus le moindre doute pour les observateurs du crime organisé. Une seconde opération manque à nouveau de peu de le capturer le 4 octobre 2024, cette fois dans la Sierra de Sinaloa, mais la Peris parvient de nouveau à s'enfuir. Le chef de la sécurité en cavale des fils d'El Chapo est alors obligé de passer la main à El Gavilan, qui devient à son tour le sicario en chef d'Ivan Guzman. Mais El Gavilan est déclaré officiellement mort au cours d'un affrontement avec la famille Zambada, après que des images d'un cadavre lui ressemblant aient filtré dans la presse. Retour au point de départ, il ne reste plus que la Peris en fuite dans la Sierra pour protéger les fils d'El Chapo. Se sachant traqué par les autorités, celui-ci passe en revue les options qu'il lui restent et décide que la meilleure chose qu'il lui reste à faire est encore de se changer en balance. Durant sa cavale, l'homme chargé de la protection d'Ivan Archibaldo Guzman refile des tuyaux aux autorités dans l'espoir que les forces armées lui lâchent enfin la grappe. Des tuyaux de la plus haute importance même. Sur son chef Ivan, ses lieutenants les plus proches, ainsi que sur leur réseau logistique et leur route d'approvisionnement. Grâce aux informations de la Peris, ce serait pas moins de 4 figures parmi les plus importants du cartel et parmi les plus proches d'Ivan qui auraient été capturés. Notre ami Peris joue donc les agents doubles vu qu'il essaie d'échapper aux militaires et est toujours censé travailler pour Ivan Guzman, tout en refilant au gouvernement des infos sur ce dernier. Et comme si ça ne suffisait pas, il devient même bientôt un agent triple, toujours plus. En effet, en marge de ses petites manigances avec les autorités, la Peris entre également en contact avec la famille Zambada pour savoir si ce serait possible de changer de camp, éventuellement, et de les rejoindre. En échange de pouvoir garder son territoire à Culiacán, bien entendu. Bref, le gars ne doute de rien et essaie de sauver sa peau comme il peut. Mais il fallait s'y attendre de la part d'un membre du joyeux trio de psychopathes que celui-ci forma avec El Nini et El Pi, les 3 lieutenants d'Ivan Guzman qui ont tous cherché à le trahir, chacun à leur manière, dès lors qu'ils se sont retrouvés au pied du mur. Mais toutes ces manigances ne ont cependant pas suffi à la Peris pour lui sauver la vie. Les militaires retrouvent finalement sa trace le 23 mai 2025 à Navolato, Sinaloa, et l'abattent au cours de l'opération. Toutefois, cette mort n'arrange rien pour le fils aîné d'El Chapo, qui vient de perdre en 1 an et demi ses 4 derniers chefs de la sécurité successifs, 2 arrêtés et 2 abattus, surtout qu'il doit en plus de ça restructurer son organisation et revoir ses plans à cause des informations fournies par la Peris aux autorités avant sa mort, et qui mettent toute son organisation en péril.
La dernière option qu'il reste à Ivan est de promouvoir un délégué du cartel de Jalisco Nueva Generación, qui étaient jusqu'ici ses ennemis mais avec lesquels il vient de s'allier, au poste à nouveau vacant de chef de la sécurité de sa faction criminelle. On sait que ce serait en partie El Jardinero, l'homme de confiance d'El Mencho, le narcotrafiquant le plus puissant du Mexique, qui assumerait cette charge. Comment en ce cas imaginer une seconde que l'ami Jardinero reste loyal envers ce fils à papa du Sinaloa qu'il ne connaît même pas, quand ses propres lieutenants, qu'il a lui-même promus, et qui sont ses compatriotes du Sinaloa, ont tous cherché à le trahir au bout du compte. Mais un autre danger, une autre trahison à laquelle Ivan Archibaldo s'expose, vient d'un endroit encore plus inattendu, là même où il place justement sa confiance, sa propre famille. Et en l'occurrence, ses propres frères. Si on n'imagine pas son frère cadet Jesus Alfredo, avec qui il a grandi et avec lequel il dirige sa faction, le trahir un jour, il en va peut-être autrement pour leurs deux demi-frères, Joaquin et Ovidio. C'est que des bruits de couloirs qui nous parviennent de la Sierra, largement diffusés par le narcotrafiquant du cartel de Sinaloa et ennemi des fils del Chapo, Damaso López Serrano et Minilik, Ivan et Alfredo ne porteraient pas la même considération à leurs demi-frères, avec qui ils seraient moins proches et qui ne faisaient en plus de cela que les épauler dans leurs activités. Et Minilik, c'est bien sûr à prendre avec des pincettes, déclare même qu'Ivan avait pour habitude de médire sur ses demi-frères, Joaquin et Ovidio. Aujourd'hui, ceux-ci se trouvent prisonniers aux États-Unis. Ovidio, bien sûr, a été le premier à avoir été capturé en janvier 2023, et ce serait notamment pour que les autorités américaines lui accordent une remise de peine que son frère Joaquin se serait rendu 1 an et demi plus tard à El Paso, au Texas, en juillet 2024, accompagné d'El Mayo Zambada. La tentation de livrer des informations sur Ivan et sur son réseau criminel est donc grande pour ses deux demi-frères. Surtout que l'on sait que Joaquin négocie avec la justice américaine depuis plusieurs années, avant même son arrestation, puisqu'il a choisi de se rendre de lui-même, on l'imagine, après avoir obtenu des garanties. En fait, Joaquin comme Ovidio Guzmán López sont tous deux effectivement en train de collaborer en ce moment même avec la justice américaine. Et les deux frères espèrent bientôt être intégrés au programme de protection des témoins du FBI. Et qui dit témoins protégés dit forcément qu'ils ont livré des informations précieuses aux enquêteurs. Et sur qui cela pourrait-il être, sinon sur la faction criminelle pour laquelle ils travaillaient, et l'homme à sa tête, leur demi-frère, Ivan Archibaldo Guzmán. Le 11 juillet 2025, Ovidio Guzmán plaide coupable devant une cour de l'Illinois, à Chicago, de 4 charges de trafic de drogue et d'association criminelle. Dans la foulée, les autorités américaines déclarent que le plus jeune fils del Chapo sera intégré au programme de protection des témoins, dès qu'il aura purgé sa peine de prison, qui sera connue lors de l'audience finale le 9 janvier 2026. Il en va de même pour son frère Joaquin, l'homme qui aurait trahi et livré El Mayo Zambada et qui est responsable de la guerre actuelle entre les Guzmán et les Zambada, qui devrait à son tour plaider coupable le 15 septembre 2025. Les deux frères sont de toute façon défendus par les mêmes avocats et négocient de concert avec les autorités américaines. 1 mois et demi auparavant, c'est une scène inattendue à laquelle on assiste, captée à la volée par des téléphones et envoyée aux journaux télévisés de tout le pays. 17 personnes apparaissent sur ces images, portant chacune valises et bagages au poste frontière de San Isidro, le poste frontière le plus fréquenté au monde, plus de 30 millions de véhicules et de piétons par an, et qui s'apprêtent à passer du côté américain. Ces 17 personnes attendent toutes les agents du FBI qui sont censés les accueillir et les emmener dans un nouvel endroit, aux États-Unis, pour refaire leur vie. D'où la quantité de valises qu'elles trimballent avec elles. Ces personnes vont être intégrées au programme de protection des témoins américains car elles fuient la guerre qui fait actuellement rage à Culiacán. Sur les chaînes de télé mexicaines, on s'étonne et on s'amuse de voir cette famille, visiblement aisée, prendre ses jambes à son cou devant l'avancée des Zambada et être reçue en grande pompe aux États-Unis. Cette famille, c'est la famille Guzmán, de laquelle font partie les 17 personnes qui passent ce jour-là la frontière. Plus exactement, la mère, des frères et sœurs et des neveux d'Ovidio et de Joaquin Guzmán López, qui ont négocié avec les ricains leur entrée aux USA, histoire de leur éviter de se faire plomber par les Zambada au pays. Et oui, en plus de négocier pour s'éviter la prison à perpétuité, les deux frères ont réussi à faire en sorte que toute leur famille au grand complet soit relogée aux États-Unis. Alors forcément, on se demande quelles informations ont-ils pu fournir qui pourraient expliquer un tel traitement de faveur. L'effort des forces armées mexicaines pour endiguer cette guerre à Culiacán et arrêter les fils del Chapo est symbolisé par un homme, leur commandant en chef, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, Omar García Harfuch. Bien que critiqué par une partie de la population, comme n'importe quel homme politique, Harfuch peut néanmoins se vanter de ses bons résultats obtenus en matière de sécurité.
particulièrement contre le cartel de Sinaloa. Au lendemain de la capture d'El Mayo Zambada, 200 membres des forces spéciales étaient dépêchés en urgence au Sinaloa pour empêcher la guerre entre les Guzman et Zambada. Sauf que la guerre en question n'aura pas mis 24 heures, mais bien 1 mois et demi avant d'éclater, et que les autorités n'auraient visiblement rien pu faire pour l'empêcher. Devant la violence des affrontements, le gouvernement mexicain n'a d'autre choix que de répliquer sévèrement, et c'est bientôt une guerre tripartite avec les Guzman d'un côté, et Zambada d'un autre, et l'armée mexicaine contre tous qui se met en place. Le ministre de l'Intérieur est dépêché régulièrement en personne au Sinaloa et donne quasi quotidiennement des comptes rendus sur les avancées des forces armées contre ces groupes criminels. C'est bien simple, il ne prend quasiment la parole que pour ça depuis maintenant 1 an. Ok, je force un peu, mais à peine. En tout, c'est 11 000 éléments de l'armée mexicaine et de la Guardia Nacional qui sont actuellement déployés au Sinaloa. Les grands moyens sont donc mis en œuvre pour arrêter à la fois le fils d'El Mayo et ceux d'El Chapo. Si la corruption au sein des institutions mexicaines est toujours fréquemment pointée du doigt, notamment depuis l'étranger, le gouvernement de la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum, qui a pris ses fonctions en octobre 2024, 1 mois après le début de la guerre au Sinaloa, a su prendre ce nouveau problème à bras-le-corps. Malgré les affaires douteuses dans lesquelles le nom de son père a été mentionné il y a de cela plusieurs décennies, García Harfuch incarne lui aussi ce renouveau, qui n'en est d'ailleurs pas vraiment un, puisque la présidente Sheinbaum était la successeur désignée par l'ancien président López Obrador. Mais il faut au moins reconnaître que c'en est fini de l'ancienne politique mise en œuvre lors du dernier sexennat et résumée par ce slogan de l'ancien président, qui s'est transformé au fil des ans en une triste boutade. Des embrassades plutôt que des balles. Désormais, les forces armées mexicaines ont pour ordre d'interférer dans les affrontements entre narcos et de les attaquer de front. Surtout, les résultats du nouveau ministre de l'Intérieur parlent pour lui. En 10 mois de guerre, 1500 personnes ont été arrêtées et 3000 armes à feu saisies au Sinaloa. En 2020, l'homme politique avait été la cible d'un attentat dans la capitale du pays, orchestré par le cartel de Jalisco. 3 personnes avaient alors perdu la vie et Omar García Harfuch fut lui-même touché par 3 impacts de balles lors de l'attaque, mais il survécut néanmoins sans plus de séquelles. Aujourd'hui, son principal objectif n'est ni plus ni moins que les 3 personnes responsables de cette guerre au Sinaloa, particulièrement Iván Archibaldo Guzmán. Le 20 juillet 2025, García Harfuch prend la parole et révèle que les forces armées mexicaines se concentrent à présent sur la capture de 3 objectifs considérés comme prioritaires. Le fils de Zambada, El Mayito Flaco, ainsi que Jesús Alfredo Guzmán et son frère Iván Archibaldo, les 2 fils de Chapo encore en liberté. Le gouvernement de la capitale continue de les considérer comme des objectifs prioritaires. Les 3 ont des mandats d'arrêt à leur encontre et des ordres d'extradition vers les États-Unis. Leur localisation et leur recherche demeurent actives. Mais le ministre de l'Intérieur mexicain n'est pas le seul à incarner cette chasse contre les fils d'El Chapo. Au nord de la frontière, un autre célèbre personnage cause depuis quelques mois un sacré remue-ménage et espère bien en finir une bonne fois pour toutes avec les cartels mexicains. Depuis son investiture le 20 janvier 2025, les 3 principaux objectifs de Donald Trump étaient clairs: imposer les droits de douane et lutter économiquement contre la Chine, renvoyer une partie des quelques 11 millions de clandestins qui séjournent aux États-Unis dans leur pays, et anéantir, militairement s'il le faut, les cartels mexicains. Si les journalistes français ont beaucoup parlé de ces 2 premiers objectifs, sa lutte active contre les cartels avait en revanche l'air de les intéresser beaucoup moins. Or, c'est justement ce qui nous intéresse, nous, ici. Dès la prise de pouvoir de Trump, le mot d'ordre était « fini les demi-mesures et la tolérance avec les narcos ». Maintenant, les États-Unis passent à l'offensive. Un discours martial, guerrier, soutenu et relayé par la plupart des membres de son parti, quitte à parfois, souvent, verser dans le va-t-en-guérisme et manquer de respect à la souveraineté du Mexique. Les mots furent néanmoins accompagnés d'actes. Le 20 février 2025, Donald Trump fait désigner 6 cartels mexicains, la Pandilla MS-13 et un cartel vénézuélien, comme organisations terroristes, à la star de Daesh ou de Al-Qaïda. Une mesure qui était agitée comme une menace par les gouvernements successifs des États-Unis à l'encontre de leurs homologues mexicains depuis plusieurs décennies. Une arlésienne qui revenait fréquemment dans la bouche des hommes politiques américains. Beaucoup de personnes le demandaient, Trump l'a fait. Cette désignation des cartels en tant qu'organisation terroriste implique des conséquences concrètes sur le terrain et fait peser la menace d'une éventuelle invasion du Mexique par les États-Unis. L'une de ces conséquences les plus visibles et les plus inattendues est l'interdiction des narcocorridos, ces chansons traditionnelles des régions rurales du nord du Mexique qui racontent les vies des narcotrafiquants et qui sont désormais considérées comme de la propagande terroriste. Ce qui est parfaitement absurde,
parce qu'il s'agit d'une tradition régionale et folklorique qui existait déjà alors que Donald Dick souillait encore ses couches en courant dans les jupons de sa daronne. Une manière pour les habitants de ces États du Nord, du Sinaloa particulièrement, de se confronter en chanson à ce qu'ils vivent au quotidien sans se voiler la face, en faisant mine que tout va bien. Ce qui serait là aussi parfaitement absurde. Et aujourd'hui on les condamne pour ça, parce qu'après que les narco-corridos aient été peu à peu interdits dans un nombre croissant d'États mexicains en 2025, Trump et son gouvernement rajoutent maintenant une couche en empêchant les chanteurs de corridos de se produire aux États-Unis et en leur refusant carrément l'entrée dans le pays, dès lors que leurs textes sont accusés de faire l'apologie du crime organisé. L'arsenal législatif et même militaire américain est ainsi étendu dans leur lutte contre les cartels. Toute personne soupçonnée de faire des affaires avec eux, que ce soit des affaires illégales ou non, ainsi que toute personne accusée de défendre leur parti, y compris de simples musiciens de musique folklorique, s'expose désormais à de lourdes poursuites judiciaires. Fort heureusement, toutes les mesures recommandées par Trump pour lutter contre les cartels n'ont pas été approuvées, comme le bombardement d'infrastructures au Mexique ou l'invasion armée du pays par des soldats américains. Sinon, on se serait retrouvé avec un second Vladimir Poutine envahissant un pays voisin sous de fallacieux prétextes, mais cette fois la Maison Blanche. Toutefois, Trump ne tire pas un trait sur ces mesures belliqueuses et poursuit sa quête de militarisation de la frontière américano-mexicaine, qu'il fait renforcer à l'aide de barbelés et protégée par la garde nationale et l'armée. Ce déploiement de troupes à la frontière lui est aussi utile pour lutter contre le second fléau qu'il a identifié, celui de l'immigration illégale, en plus de lutter contre les opérations des narcotrafiquants. Mais le président américain ne s'arrête pas là, puisqu'il espère bien lutter contre ces derniers à l'étranger, directement sur leur territoire. Les services de renseignement américains multiplient les survols de drones et de satellites au-dessus du Mexique pour localiser les infrastructures des cartels. Des avions militaires, des drones d'attaque et des navires de guerre se tiennent constamment prêts à quelques encablures de là, dans l'attente de recevoir un jour peut-être le feu vert pour bombarder ces organisations criminelles. Tout d'abord, Trump déploie des destroyers navals dans les Caraïbes et le golfe du Mexique, au lendemain de la désignation des cartels comme groupuscules terroristes, et maintient une présence militaire accrue dans ces eaux. Un déploiement maritime que l'on qualifie de sans précédent par son ampleur. Une présence qui sera renforcée avec l'envoi prochain de 10 avions de chasse qui seront basés à Puerto Rico et mobilisés dans les opérations contre les trafiquants de drogue. Mais avant même les cartels mexicains, Trump compte bien se mesurer à un autre de ses ennemis préférés, le gouvernement du Venezuela et son président dictateur Nicolás Maduro. Déjà, durant son premier mandat, Trump avait fait émettre un mandat d'arrêt contre Maduro sous l'inculpation de trafic de drogue. Sa tête était alors mise à prix par les États-Unis, 15 millions de dollars, soit autant que pour Ismael Zambada. Mais en janvier dernier, Trump décide pour son second mandat d'en rajouter une couche et fait passer la prime du président vénézuélien à 25 millions de dollars. Sauf que là encore, il se dit que ça fait quand même un peu couille molle et décide de doubler la prime 6 mois plus tard, en août 2025, la faisant passer à 50 millions de dollars, la même somme pour laquelle les Ricains avaient mis à prix la tête d'Osama Ben Laden. Ces tensions entre gouvernements américains et vénézuéliens se poursuivent avec le déploiement de 4000 nouveaux militaires et 2000 Marines au large du Venezuela, jusqu'à ce que le 2 septembre dernier, Donald Trump ordonne une frappe aérienne contre une embarcation civile au large du pays d'Amérique du Sud. À son bord, 11 présumés narcotrafiquants vénézuéliens et leur cargaison. Une frappe aérienne qui est considérée comme le début des opérations militaires américaines contre les trafiquants de drogue. Un cap est franchi, même si Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, interrogé quelques heures après cette frappe, calme les appréhensions des Mexicains en déclarant qu'un bombardement de ce type est pour le moment exclu sur le sol de leur pays. Alors, pourrait-on un jour voir le chef du cartel des Sinaloa, plus précisément de la faction des fils del Chapo, Iván Archevalo Guzmán, ciblé par une frappe de drone américain comme dans le cas de nombreux chefs terroristes au Moyen-Orient? Si ça semble peu probable, on ne peut pour autant l'exclure totalement. Les narcos les plus importants, longtemps restés hors d'atteinte des États-Unis, sont maintenant systématiquement extradés et poursuivis dans le pays de l'oncle Sam. Le 27 février 2025, les Mexicains expédient sans leur demander leur avis, ni suivre la procédure juridique habituelle, 29 des plus gros narcotrafiquants emprisonnés dans leur pays. Il ne s'agit pas d'une extradition proprement parlée, car une extradition est un transfert officiel de prisonniers entre deux pays, et peut faire l'objet de recours de la part de leurs avocats, et doit en plus de ça être approuvé par un juge. Non, cette fois, les autorités américaines et mexicaines parlent simplement d'une livraison, comme s'il s'agissait de colis Amazon, et jouent sur les mots pour que les détenus ne puissent pas faire opposition à leur transfert aux USA.
Parmi cette vague de 29 chefs de cartel en livraison recommandée, se trouve notamment le capo Rafael Caro Quintero, que les Américains insistaient pour faire extrader en faisant des pieds et des mains depuis plus de 40 ans, jusqu'alors sans succès. Mais ceux-ci ne sont pas encore satisfaits et utilisent le même procédé, avec la complicité des autorités mexicaines, pour rapatrier le reste des chefs de cartel incarcérés au Mexique. 26 autres prisonniers mexicains considérés comme les plus importants et les plus dangereux du pays sont transférés aux USA le 12 août 2025, portant le chiffre à un total de 55. Ils sont tous là, El Quini, La Tuta et Flaquito de Tijuana, arrêtés peu de temps auparavant, Vicente Carrillo Fuentes, les chefs du cartel de los Zetas, Chao Félix et consorts. Tous se trouvent désormais aux États-Unis et risquent, pour certains d'entre eux, une condamnation inédite, la peine de mort. Du jamais vu pour des narcotrafiquants, mais cela entre dans le cadre des nouvelles mesures adoptées par Trump et son discours de considérer les narcotrafiquants comme des terroristes. Le président américain fait donc désormais planer la menace de peine de mort sur les chefs de cartel. Une action rendue possible par l'arrangement douteux avec le gouvernement mexicain, car lorsque les Mexicains acceptaient jusqu'ici d'extrader un narco aux États-Unis, et ça arrivait souvent, la peine de mort ne pouvait être requise à son encontre. C'était la loi. Mais c'est désormais chose possible puisque les Mexicains refilent tout simplement leurs prisonniers en refusant de parler d'extradition. Du coup, les lois ne s'appliquent plus et les ricains peuvent parfaitement demander la peine de mort contre tous ces prisonniers si ça leur chante. On voit donc que les Américains sont désormais prêts à tout, même à de petits arrangements avec la procédure, pour endiguer le flux de drogue qui entre dans leur pays et punir les trafiquants. Malgré ces nombreuses provocations et certains abus et ingérences, on peut au moins mettre au crédit de Donald Trump le fait qu'il pense avant tout, et même uniquement, aux intérêts de son pays, et qu'il accomplit en plus de ça une bonne partie de ses promesses de campagne en matière de sécurité et de lutte contre la drogue. Car plus les mois passent, plus le gouvernement américain semble bien décidé à en finir, par tous les moyens possibles, avec les narcos, et en particulier avec le plus médiatique d'entre eux, Iván Archibaldo Guzmán. L'ancienne chef de la DEA sous Biden, Anne Milgram, déclarait déjà en mai 2023 « Quand j'ai pris mon poste, j'ai voulu prendre un peu de recul et j'ai demandé qui était le principal responsable du fentanyl qui tue les Américains. La réponse a été le cartel de Sinaloa. Les fils d'El Chapo ont pris le commandement et ont fait que le cartel soit plus létal et impitoyable. Et ils ont été les premiers à fabriquer du fentanyl et le transporter dans les réseaux de distribution que nous voyons aujourd'hui. Dans le but de les capturer, les autorités américaines ont doublé en 2023 les primes offertes pour les deux fils encore en liberté d'El Chapo, les élevant à 10 millions de dollars chacune, tant pour Jesus Alfredo que pour Iván Archibaldo, pour toute information qui mènerait à leur capture. Vous l'aurez compris en regardant cette vidéo, ce n'est probablement plus qu'une question de temps avant la chute des deux fils d'El Chapo, et avec eux, de leur cartel tout entier. C'est du moins ce que l'on dit au Mexique. Que ce soit leur guerre contre le fils d'Emeo Zambada, qu'ils sont actuellement en train de perdre, les risques qu'ils prennent en s'alliant à des organisations qui étaient jusqu'ici leurs rivaux, les multiples exemples de trahison au sein de leur faction ces dernières années, et la collaboration avec la justice américaine de leurs deux frères prisonniers aux États-Unis, la traque orchestrée par le ministre de l'Intérieur mexicain Omar García Harfuch et les opérations accrues de la marine et des forces spéciales au Sinaloa, ou les multiples mesures adoptées par le gouvernement américain pour renforcer leur lutte contre les cartels, les causes sont nombreuses et reste à savoir ce qui causera, en définitive, leur chute inévitable. Plus seul que jamais et devenu selon la rumeur paranoïaque, les jours du fils aîné d'El Chapo, Iván Archibaldo, sont désormais comptés. Mais que se passera-t-il une fois celui-ci et son frère capturés? Cela signera probablement la fin de leur faction du cartel de Sinaloa, qui n'existe déjà plus en tant qu'organisation unifiée depuis la capture d'El Chapo en 2016, mais certainement pas de la violence au Mexique, encore moins du trafic de drogue. Un autre baron, un autre challenger prendront leur place, ou plutôt non. Ce seront plus sûrement 4 ou 5 petits narcotrafiquants qui prendront leur place. Moins riches, certes, moins ambitieux, moins attractifs pour le cinéma et la télévision, mais tout aussi violents, sinon plus. La nature a horreur du vide, il y aura toujours quelqu'un, quelque part, pour semer le pavot, récolter la bœuf, ou cuisiner méthamphétamine et fentanyl. Quelqu'un qui espère lui-même devenir un jour un patron.